À l'automne 1798, 17 voyageurs disparurent le long d'un tronçon de 32 km de la Wilderness Road, dans le sud-est du Kentucky. Chacun s'évanouit sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que des chevaux abandonnés et des effets personnels épars qui ne racontaient rien de leur sort. Ce qui rend ces disparitions véritablement glaçantes n'est pas seulement leur nombre, mais le fait que les autorités locales aient délibérément enterré tous les documents relatifs à l'enquête qui suivit. Pendant plus de 2 siècles, la vérité sur la ferme de la famille Hardin resta cachée dans des archives judiciaires scellées, jusqu'à ce qu'une découverte faite par un greffier du comté en 1987 révèle ce qui allait devenir le cas de meurtre organisé le plus troublant de l'histoire des débuts de la frontière américaine. Les documents décrivent une opération meurtrière si méthodique, si parfaitement déguisée sous les apparences de la charité chrétienne, qu'elle fonctionna pendant 8 ans sans jamais être détectée. Avant de poursuivre l'histoire de la ferme qui devint la première maison des horreurs du Kentucky, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous sommes sur le point de dévoiler des secrets que des familles puissantes ont tenté de garder enfouis à jamais. Et dites-nous dans les commentaires de quel état vous nous écoutez. Nous aimons entendre notre communauté d'amateurs de mystères. La découverte qui allait finalement exposer les crimes de la famille Hardin ne commença pas par des cris dans la nuit, mais par un simple acte de routine administrative dans le sous-sol poussiéreux d'un palais de justice. Le sud-est du Kentucky en 1798 était une région prise entre la civilisation et la nature sauvage, où la promesse de prospérité attirait des milliers de personnes vers l'ouest, le long de dangereux sentiers de montagne. La Wilderness Road, tracée à travers le Cumberland Gap par Daniel Boone 2 décennies plus tôt, était devenue l'artère principale pour les colons se dirigeant vers l'ouest depuis la Virginie et les Carolines. Ce sentier étroit et sinueux s'étendait sur plus de 300 km, à travers certains des terrains les plus impitoyables d'Amérique du Nord, où un seul faux pas pouvait signifier la mort par exposition, par les animaux sauvages ou par les innombrables prédateurs humains qui hantaient la frontière. Le long de ce chemin périlleux, des dizaines de petites communautés avaient surgi comme des fleurs sauvages après la pluie. Chacune était un phare d'espoir pour les familles, en quête d'un nouveau départ dans une frontière indomptée. Ces colonies servèrent de points de passage essentiels où les voyageurs épuisés pouvaient se reposer, se ravitailler et recueillir des informations sur les dangers à venir. Le succès ou l'échec de ces communautés dépendait souvent de leur capacité à offrir un refuge sûr aux flots constants de migrants qui traversèrent leurs terres. La localité de Millfield se trouvait à un virage crucial de la route, là où le sentier descendait des crêtes rocheuses vers la vallée fertile de Beaver Creek. Avec à peine 300 âmes, c'était le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, ou croyait les connaître. La ville avait été fondée en 1794 par un groupe de baptistes de Virginie à la recherche de liberté religieuse, et leur influence se retrouvait dans tous les aspects de la vie communautaire. La participation aux offices du dimanche était obligatoire pour tous les habitants, et le conseil municipal appliquait des codes moraux stricts régissant tout, de la consommation d'alcool à la danse. La colonie s'articulait autour du magasin général de Hendrick, un bâtiment en rondin usé par le temps qui servait à la fois de comptoir commercial et de tribunal officieux. Jeremiah Hendrick, un ancien milicien bourru ayant combattu les Amérindiens aux côtés de Daniel Boone, dirigeait l'établissement d'une main de fer et avec un sens aigu du profit. Son magasin proposait tout ce dont un voyageur pouvait avoir besoin: poudre à canon, sel, whisky, couverture et les dernières nouvelles du monde civilisé au-delà des montagnes. À proximité se dressait l'auberge Cumberland Inn, une structure de 2 étages qui représentait le summum du luxe sur la frontière. Martha Crane, la veuve qui exploitait l'auberge, était arrivée de Philadelphie 5 ans plus tôt avec suffisamment d'argent pour construire les meilleurs logements entre Lexington et la frontière de Virginie. Les voyageurs pouvaient y trouver un repas chaud et un lit propre pour 2 bits la nuit, ainsi qu'un type de conversation civilisée leur rappelant le monde qu'ils avaient laissé derrière eux. Le centre spirituel de la ville était l'église baptiste New Jérusalem, un modeste bâtiment en rondin capable d'accueillir toute la population lors des offices dominicaux. Le révérend Ephraim Cole, un ministre diplômé de Harvard, ayant abandonné un confortable poste pastoral à Boston pour les missions de frontières, y prononçait des sermons mêlant théologie traditionnelle et conseils pratiques pour survivre dans une terre impitoyable.
Sa présence conférait à Millfield une légitimité qui attirait des colons qui, autrement, auraient pu passer sans s'arrêter. Parmi les habitants les plus respectés de Millfield se trouvaient les Harden, Ézéchiel, son épouse Temperance, et leurs 3 enfants adultes, les fils Caleb et Josiah, et leur fille Mercy. La famille était arrivée au printemps 1791, affirmant être des réfugiés fuyant de brutales attaques indiennes qui avaient dévasté leur ancien foyer en Virginie orientale. Ils s'imposèrent rapidement comme des piliers de la petite communauté, Ézéchiel servant de prédicateur laïque, assistant le révérend Cole, et Temperance organisant des œuvres caritatives pour les familles démunies, arrivant avec à peine plus que les vêtements qu'elles portaient. Ézéchiel Harden était un homme qui imposait le respect par la seule force de sa personnalité. Mesurant bien plus d'1,90 m, avec les épaules larges d'un homme ayant travaillé toute sa vie, il possédait une présence physique qui poussait les autres hommes à s'écarter lorsqu'il entrait dans une pièce. Sa voix grave pouvait remplir l'église sans effort, délivrant des sermons qui faisaient pleurer les auditeurs par leur description passionnée de l'amour divin et leurs terribles avertissements sur le jugement éternel. Ceux qui l'entendaient prêcher disaient souvent qu'il parlait avec l'autorité de quelqu'un qui avait personnellement vu le paradis et l'enfer. Temperance Harden était tout aussi impressionnante à sa manière. Petite femme délicate aux cheveux prématurément gris et aux mains qui ne semblaient jamais s'arrêter, elle était rapidement devenue la médecin officieuse de la communauté. Sa connaissance des plantes médicinales était encyclopédique, et elle pouvait soigner aussi bien des os brisés que des accouchements difficiles avec une compétence qui paraissait presque surnaturelle. Plus d'une famille lui devait la vie après ses visites nocturnes en période de crise, et sa réputation de miracles médicaux s'était répandue dans tout le comté. Leurs enfants semblaient être des exemples parfaits de la vertu de la frontière. Caleb, l'aîné de 26 ans, possédait la carrure imposante de son père et le tempérament doux de sa mère. Il travaillait la ferme familiale avec un dévouement infatigable, tout en trouvant le temps d'aider les voisins âgés dans leur propre culture. Josiah, 24 ans, était plus petit mais plus intellectuel, servant souvent de maître d'école officieux de la communauté pendant les mois d'hiver, lorsque le travail agricole ralentissait. À 22 ans, Mercy était considérée comme l'une des jeunes femmes les plus belles du comté, avec une douceur de caractère qui la rendait populaire auprès des hommes, comme des femmes. La ferme Harden s'étendait sur 160 hectares de terre fertile le long de Beaver Creek, à environ 5 kilomètres au sud de la ville. La terre avait coûté à Ézéchiel presque chaque centime qu'il possédait, mais l'investissement s'était avéré judicieux. Le sol riche produisait des récoltes abondantes de maïs et de tabac, tandis que le ruisseau fournissait de l'eau pour le bétail et de l'énergie pour un petit moulin à grains qui desservait les environs. Les visiteurs remarquaient souvent la prospérité inhabituelle de la ferme, notant que les Harden semblaient posséder plus de richesses matérielles que ce que l'agriculture seule pouvait expliquer. Ézéchiel avait construit sa demeure avec une attention particulière portée au confort et à la sécurité. La maison principale était une structure en rondin de 2 étages avec des cheminées en pierre et des fenêtres en verre, un luxe presque inconnu sur la frontière. Les pièces étaient meublées d'objets bien trop raffinés pour une simple famille de fermiers. Chaises sculptées, porcelaine importée, chandeliers en argent et livres suggérant une éducation et un raffinement poussé. Une immense grange pouvait abriter 50 chevaux, tandis qu'un réseau de dépendances comprenait un fumoir, une laiterie, une forge, et ce qu'Ézéchiel décrivait comme la plus grande cave à racines du comté. Ce qui rendait les Harden particulièrement précieux pour la communauté était leur volonté d'aider les voyageurs en détresse. La frontière était impitoyable pour ceux qui voyageaient seuls ou mal préparés, et il ne se passait guère une semaine sans que quelqu'un n'arrive à la ferme en quête d'aide. Plus d'une fois, Ézéchiel était parti à cheval par mauvais temps pour secourir une charrette brisée ou un cheval blessé, invitant souvent des familles bloquées à se réfugier à la ferme jusqu'à ce que les réparations soient possibles. Une telle hospitalité était considérée comme un devoir chrétien sur la frontière, mais les Harden la poussaient à un degré extraordinaire. Temperance était particulièrement connue pour sa volonté de soigner les voyageurs blessés ou malades, quelle que soit leur capacité à payer. Ses compétences médicales avaient sauvé d'innombrables vies, et de nombreuses familles n'avaient pu poursuivre leur voyage que grâce à son intervention. Elle entretenait une infirmerie bien approvisionnée dans l'une des dépendances, équipée d'instruments chirurgicaux et de médicaments dont la plupart des médecins de la frontière ne pouvaient que rêver.
La réputation d'hospitalité de la famille était devenue si forte qu'en 1798, il était courant que des voyageurs cherchent spécifiquement la ferme Arden lors de la planification de leur itinéraire. Les guides locaux dirigeaient régulièrement les groupes vers Beaver Creek, leur assurant que les Arden proposeraient des prix équitables pour les fournitures et un abri sûr pour la nuit. Le registre des visiteurs de la famille, que Mercy tenait avec un soin méticuleux, consignait des centaines de visiteurs au fil des années, marchands, ministres, familles et aventuriers solitaires ayant trouvé refuge dans la ferme prospère. Mais dans la dure réalité de la vie de frontière, où la mort se cachait derrière chaque arbre et où la confiance pouvait être fatale, les apparences pouvaient être plus que trompeuses. Elles pouvaient être mortelles. Le premier signe que quelque chose n'allait pas apparut le 13 octobre 1788, lorsqu'un marchand nommé Samuel Fletcher ne parvint pas à arriver à Lexington comme prévu. Fletcher n'était pas un voyageur ordinaire. Il était l'un des marchands les plus expérimentés et les plus fiables de la Wilderness Road, un homme dont la ponctualité avait fait la richesse dans un monde où le timing pouvait faire la différence entre profit et ruine. Pendant 12 ans, il avait effectué le dangereux voyage entre la Virginie et le Kentucky 4 fois par an, transportant des biens manufacturés vers l'ouest et des matières premières vers l'est. Le partenaire commercial de Fletcher, Thomas Greeley, travaillait avec lui depuis suffisamment longtemps pour connaître intimement ses habitudes. Fletcher ne déviait jamais de son calendrier sans prévenir et ne prenait jamais de risques inutiles, susceptibles de compromettre sa précieuse cargaison. Lorsque Greeley ne reçut aucune nouvelle après 5 jours, soit 2 jours après la date d'arrivée promise, il sut que quelque chose de catastrophique s'était produit. La recherche de Greeley commença à l'aube du 18 octobre, suivant l'itinéraire connu de Fletcher à rebours depuis Lexington. Il interrogea aubergistes, commerçants et fermiers le long du chemin, tous confirmant que Fletcher était passé comme prévu. La piste resta claire jusqu'à ce que Greeley atteigne les environs de Millfield, où Fletcher sembla tout simplement avoir disparu de la surface de la terre. La découverte du cheval de Fletcher eut lieu à midi, le 2e jour des recherches. La jument baie distinctive fut trouvée en liberté près de Miller's Creek, toujours scellée, mais ne montrant aucun signe de blessure ou de détresse. L'animal semblait bien nourri et soigné, comme s'il avait été volontairement relâché plutôt qu'abandonné dans la panique. Plus étrange encore, la bride du cheval avait été retirée et soigneusement suspendue à la branche d'un arbre voisin, un geste suggérant une intervention humaine, plutôt qu'un accident. Les sacoches de Fletcher restaient intactes, contenant ses marchandises commerciales et une bourse en cuir avec près de $50 en pièces d'argent, une fortune représentant des mois de travail dangereux. La présence de l'argent excluait le simple vol, l'explication la plus courante des disparitions sur la frontière. Plus troublant encore, les effets personnels de Fletcher étaient dispersés en une ligne délibérée s'éloignant de la route vers l'intérieur des bois, comme s'il avait été contraint de les laisser tomber un à un tout en étant traîné de son cheval. Le reste du récit se poursuit sur le même ton, marquant le début d'une série de disparitions qui terrorisèrent la route de la Wilderness pendant des mois, transformant Millfield d'une communauté agricole prospère en un lieu de peur, de soupçons et de secrets mortels. Le docteur Marcus Cromwell disparut en novembre, au cours de son voyage depuis Richmond, pour établir un cabinet médical à Louisville. Ce médecin de 43 ans transportait avec lui l'œuvre entière de sa vie sous forme d'instruments médicaux, de livres et de fournitures d'une valeur de plus de $300, un investissement représentant des années d'économie et de planification. Sa charrette fut retrouvée renversée près de Devil's Fork, à environ 5 km de la ferme Arden, son contenu éparpillé, mais apparemment intact. Rien ne laissait penser à une attaque violente. Les chevaux avaient disparu, mais aucune trace de lutte n'était visible, et aucune marchandise ne semblait avoir été volée. Les livres médicaux de Cromwell gisaient ouverts dans la boue, leurs pages gondolées par l'humidité, tandis que ses instruments chirurgicaux étaient soigneusement rangés dans leurs étuis, comme si quelqu'un avait pris soin de les replacer après inspection. Une telle mise en scène allait à l'encontre de tout ce que les habitants connaissaient des attaques de bandits ou des embuscades indiennes. Quelques semaines plus tard, une famille entière, les Patterson, composée de parents et de 2 enfants, disparut alors qu'elle voyageait vers l'ouest avec d'autres colons. Le groupe avec lequel ils se déplaçaient s'était arrêté à Millfield pour la nuit, mais les Patterson avaient choisi de continuer seuls après avoir reçu des indications pour un raccourci censé leur faire gagner du temps.
On ne les revit jamais. Leur chariot fut découvert abandonné près de Beaver Creek, soigneusement vidé de ses effets personnels, mais sans aucune trace de sang ni de violence apparente. Les enfants, âgés de 6 et 9 ans, ne furent jamais retrouvés. À mesure que les mois passaient, la peur s'installait le long de la Wilderness Road. Les voyageurs commencèrent à éviter Millfield lorsque cela était possible, préférant affronter des routes plus longues et plus dangereuses plutôt que de traverser la région maudite. Les auberges et commerces des environs virent leur clientèle diminuer, et l'économie locale souffrit d'un déclin brutal. Des rumeurs circulaient à voix basse autour des feux de camp. Certains parlèrent d'une secte secrète, d'autres d'une famille de tueurs, et quelques-uns évoquaient même des forces surnaturelles rôdant dans les bois. Constable Jacob Winters suivait cette évolution avec une inquiétude croissante. Bien qu'aucune preuve tangible ne lui permette de rouvrir officiellement les dossiers, les similitudes entre les disparitions devenaient trop nombreuses pour être ignorées. Toutes se produisaient dans le même périmètre géographique. Toutes impliquaient des voyageurs ayant été vus pour la dernière fois en direction de Beaver Creek. Et dans presque chaque cas, quelqu'un avait mentionné la ferme Arden comme un lieu de repos possible ou comme point de repère récent. Winters tenta à plusieurs reprises d'organiser de nouvelles fouilles des terres Arden, mais se heurta à l'opposition du conseil municipal et des responsables religieux, qui considérèrent la famille comme irréprochable. Ezekiel Arden, en particulier, jouissait d'une influence considérable grâce à son rôle de prédicateur et à la réputation charitable de son foyer. Mettre en cause un homme aussi respecté revenait, pour beaucoup, à attaquer les fondements moraux même de la communauté. Au printemps 1799, les disparitions cessèrent aussi soudainement qu'elles avaient commencé. Aucun événement particulier ne marqua cette fin brutale. Les voyageurs recommencèrent progressivement à emprunter la route, bien que la méfiance persistât pendant des années. Officiellement, les cas furent classés comme des tragédies isolées attribuées aux dangers inhérents à la frontière. La vérité, cependant, resta enfouie pendant près de 2 siècles. Ce n'est qu'en 1987 qu'un greffier du comté, chargé de réorganiser des archives judiciaires anciennes, découvrit une série de documents scellés datant de la fin du XVIIIe siècle. Ces dossiers, soigneusement dissimulés et jamais indexés, contenaient des témoignages, des aveux partiels et des relevés financiers reliant directement la famille Arden à un réseau structuré de meurtres et de vols. Les documents révélaient que les voyageurs étaient attirés à la ferme sous couvert d'hospitalité chrétienne, empoisonnés ou assommés, puis tués dans des installations dissimulées sous les dépendances. Leurs corps étaient enterrés dans des fosses secrètes ou détruits, tandis que leurs biens étaient revendus progressivement afin de ne pas éveiller les soupçons. L'opération était si méthodique que même les objets personnels étaient parfois replacés sur les lieux pour simuler des disparitions accidentelles. Plus troublant encore, les archives indiquaient que plusieurs responsables locaux avaient eu connaissance des crimes et avaient volontairement étouffé l'affaire, afin d'éviter un scandale susceptible de décourager la colonisation de la région. La prospérité de Millfield avait été jugée plus importante que la justice. Lorsque ces documents furent finalement rendus publics, la ferme Arden était depuis longtemps tombée en ruine, et aucun descendant direct ne pouvait être tenu responsable. Les fouilles archéologiques menées sur le site confirmèrent cependant la présence de restes humains correspondant à la période des disparitions. Aujourd'hui, la région de Beaver Creek est paisible, couverte de forêts et de champs silencieux. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, chaque virage du sentier rappelle une vérité dérangeante. Sur la frontière américaine, la plus grande menace ne venait pas toujours de la nature sauvage, mais parfois des mains tendues, offrant refuge. Les autorités locales supposèrent que Cromwell avait été projeté de son siège lors d'un accident et qu'il avait erré dans la nature sauvage dans un état de confusion, finissant par mourir d'exposition. Cette explication sembla raisonnable, jusqu'à ce que les équipes de recherche découvrent que la sacoche médicale de Cromwell manquait sur le lieu de l'accident. Ce sac en cuir contenait des instruments chirurgicaux d'une qualité exceptionnelle, notamment une scie à os et un kit d'amputation, qui auraient été inestimables pour quiconque tentait d'exercer la médecine sur la frontière. Aucun animal sauvage n'aurait emporté de tels objets, et des voleurs ordinaires auraient été bien plus intéressés par les pièces de monnaie et les marchandises commerciales restées éparpillées autour de la charrette renversée. La famille Henley disparut en décembre, durant l'une des pires tempêtes de neige dont on se souvenait. Jonathan Henley, son épouse Elizabeth et leurs 2 jeunes enfants
cherchaient un abri lorsque leur chariot s'enlisa dans un congère à moins d'1 kilomètre de la ferme Harden. Selon le récit ultérieur d'Ézéchiel, la famille n'aurait jamais atteint sa propriété malgré la courte distance, se serait vraisemblablement perdue dans la tempête et aurait gelé à mort dans la nature sauvage. Leurs corps ne furent jamais retrouvés, malgré des recherches approfondies menées une fois le temps dégagé. Ce qui rendait l'affaire Henley particulièrement troublante fut la découverte de leur chariot une semaine après la tempête. Le véhicule avait été dégagé de la neige et abandonné au bord de la route, propre et manifestement fouillé avec soin. Les vêtements et effets personnels de la famille avaient disparu, mais leurs réserves de nourriture et leurs outils étaient restés intacts. Plus étrange encore, les traces autour du chariot indiquaient que plusieurs personnes avaient travaillé ensemble pour le libérer de la congère, une tâche qui aurait exigé un effort considérable dans des conditions météorologiques extrêmement dangereuses. Le mois de janvier apporta la disparition du révérend Nathan Cross, un prédicateur itinérant transportant des dons destinés à la construction d'une nouvelle église à Francfort. Cross était connu dans toute la région pour la puissance de ses sermons et son courage à voyager même dans les zones les plus dangereuses de la frontière. Ce ministre de 50 ans avait survécu à des attaques indiennes, à des bandits et à d'innombrables dangers naturels au cours de 15 années de prédication, rendant sa disparition particulièrement choquante pour des communautés qui en étaient devenues à le considérer comme indestructible. Le cheval de Cross fut retrouvé 3 jours après sa disparition, toujours porteur de sacoches contenant près de $200 de dons destinés à l'Église. La présence de l'argent excluait le vol comme mobile, mais soulevait des questions inquiétantes sur le type de menace capable de venir à bout d'un homme aussi expérimenté et ingénieux. Les autorités locales conclurent finalement que Cross avait probablement été victime d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral en voyageant, chutant de son cheval et mourant quelque part dans l'immense étendue sauvage entourant la Wilderness Road. Chaque disparition suivait le même schéma inexplicable. Des chevaux abandonnés, trouvés en liberté ou attachés à des arbres, des effets personnels éparpillés, suggérant une violence soudaine ou une lutte, et des pistes menant inévitablement vers la propriété Harden avant de disparaître totalement. Pourtant, chaque fois que des autorités de plus en plus méfiantes interrogèrent la famille, les Harden fournissaient des explications plausibles, impossibles à réfuter. Oui, ils avaient vu certains voyageurs, mais seulement brièvement, et le plus souvent de loin. Chaque victime avait été avertie de dangers divers, mauvais temps, terrain difficile, rumeurs d'activité de bandits, mais avait choisi de poursuivre sa route malgré les conseils prudents de la famille. Dans plusieurs cas, les Harden avaient proposé de la nourriture, un abri ou même une escorte, offre poliment déclinée par des voyageurs déterminés à respecter leur calendrier, quels que soient les risques. Le constable Winters se retrouva piégé dans une situation impossible, de plus en plus frustrante, à chaque nouvelle disparition. Les Harden figuraient parmi les familles les plus respectées du comté, leur réputation de charité et de vertu chrétienne étant incontestée par tous, sauf lui. Les sermons d'Ézéchiel continuaient d'attirer des foules venues des cantons voisins, sa ferveur et sa connaissance biblique impressionnant même des ministres instruits comme le révérend Cole. Les compétences médicales de Temperance avaient sauvé des dizaines de vies lors de l'épidémie de fièvre de l'été précédent, lui valant une réputation frôlant la sainteté parmi les familles reconnaissantes. Accuser de tels piliers de la communauté sans preuve irréfutable aurait été un suicide professionnel et une condamnation sociale. Winters avait déjà vu ce qui arrivait aux hommes de loi qui formulaient des accusations sans pouvoir les prouver. Ils se retrouvaient isolés, sans emploi, et parfois, eux-mêmes, accusés. La frontière fonctionnait selon un réseau complexe de relations personnelles et d'obligations mutuelles, et s'en prendre à la mauvaise famille pouvait ruiner une vie plus efficacement que n'importe quelle procédure judiciaire. De plus, les explications de la famille, bien que systématiquement opportunes, restaient entièrement crédibles dans le contexte de la vie sur la frontière. La Wilderness Road était réellement dangereuse, infestée de bandits, d'Indiens hostiles, de conditions climatiques extrêmes et d'innombrables dangers naturels qui faisaient régulièrement des victimes. Des dizaines de voyageurs disparaissaient chaque année dans des circonstances bien moins mystérieuses que celles entourant la ferme Harden. Ce qui distinguait cette série de disparitions relevait uniquement des statistiques. Trop de personnes, trop proches les unes des autres, toutes vues pour la dernière fois dans la même zone générale.
Mais les statistiques comptaient peu dans un monde où seules les preuves faisaient foi, et les preuves semblaient s'évaporer comme la brume matinale dès que les enquêteurs approchèrent de la propriété Harden. La famille accueillait volontiers les perquisitions de ses bâtiments et de ses terres, répondait aux questions avec une apparente franchise, et proposait même des volontaires pour les équipes de recherche, sillonnant la région à la recherche des disparus. Leur coopération était si complète et enthousiaste qu'elle ressemblait presque à une moquerie pour le constable de plus en plus exaspéré. La première fissure dans la façade soigneusement entretenue de la famille vint d'une source inattendue. Timothy Voran, un garçon de 9 ans, dont la famille vivait dans une petite ferme à environ 3 kilomètres à l'est de la ferme Harden, était connu dans toute la communauté pour son imagination débordante et son goût pour l'exploration des bois environnants. En mars 1799, le jeune Timothy s'approcha du constable Winters avec une histoire qui sembla d'abord relever de l'imagination enfantine. Le garçon affirmait qu'en explorant les bois près de Beaver Creek, il avait entendu des cris provenant de la direction de la ferme Harden. Mais il ne s'agissait pas de cris liés à des accidents, des disputes ou même des accouchements. C'étaient des hurlements prolongés et désespérés de quelqu'un en proie à une terreur mortelle, montant et descendant selon des rythmes suggérant à la fois une douleur physique et une torture psychologique. Selon Timothy, il avait entendu ces sons au moins 5 fois durant l'hiver, toujours au cœur de la nuit, lorsque les gens respectables dormaient. Les cris duraient ce qui lui semblait être des heures, parfois accompagnés d'autres bruits qu'il ne pouvait identifier, des coups réguliers, le grincement de poulies ou de cordes, et parfois ce qui ressemblait à plusieurs voix chantant à l'unisson. Les sons s'arrêtaient toujours brutalement, laissant place à un silence si total que Timothy se demandait s'il n'avait pas tout imaginé. Lorsque Winters interrogea les parents du garçon, ils reconnurent avoir eux-mêmes entendu des bruits étranges, mais les avaient attribués à des phénomènes naturels courants sur la frontière, cris d'animaux déformés par le vent et la distance, ou activités de prédateurs nocturnes. Après tout, les Harden étaient de bons chrétiens, n'ayant jamais donné lieu au moindre soupçon. Quelle explication aurait pu justifier des hurlements nocturnes provenant d'un foyer aussi respectable? Le témoignage de Timothy aurait pu être écarté comme une invention d'enfant ou une mauvaise interprétation de son naturel, sans un détail troublant. Pressé de donner des précisions, le garçon fut capable d'indiquer avec exactitude les dates approximatives auxquelles il avait entendu les cris, et chacune correspondait précisément au moment estimé d'une disparition de voyageurs. La corrélation était trop exacte pour être fortuite, trop cohérente pour être attribuée au hasard. Armé du témoignage inquiétant de Timothy Voran, le constable Winters commença à bâtir un dossier contre la famille Harden avec la patience méthodique d'un homme conscient que des accusations visant des citoyens aussi en vue exigeraient des preuves absolument irréfutables. Il entreprit d'interroger discrètement d'autres voisins vivant à portée de voix de la ferme, posant des questions soigneusement formulées afin de ne pas révéler ses soupçons croissants ni alerter la famille. De ces entretiens prudents émergea un schéma troublant de petites incohérences et de phénomènes inexpliqués qui avaient été ignorés, minimisés ou rationalisés par des personnes faisant davantage confiance à la réputation de la famille qu'à leurs propres observations. Pris isolément, chaque élément semblait mineur, mais ensemble, ils dressaient un tableau qui glaçait le sang de Winters. Sarah Mitchell, dont la petite ferme se trouvait la plus proche de la propriété Harden, se souvenait de plusieurs nuits durant lesquelles elle avait observé une activité inhabituelle à la ferme, des lanternes se déplaçant entre les bâtiments à des heures où les gens respectables dormaient, des bruits de creusement et de lourds travaux semblant se poursuivre jusqu'à l'aube. Lorsqu'elle avait évoqué ses observations à Temperance Harden après les offices religieux, celle-ci avait fourni une explication raisonnable. La famille procédait à d'importants aménagements de leur cave à racines et d'autres installations de stockage, préférant travailler de nuit pendant les heures fraîches, plutôt que de gaspiller la lumière du jour nécessaire aux cultures. Cette explication avait satisfait Sarah sur le moment, mais avec le recul, elle réalisa que ces travaux nocturnes s'étaient prolongés pendant des mois bien au-delà de ce qu'un chantier raisonnable aurait exigé. De plus, elle n'avait jamais vu de traces des énormes quantités de terre excavées qu'un tel creusement aurait dû produire. Pressée par Winters de fournir plus de détails, Sarah admit que ces bruits étaient souvent accompagnés de voix étouffées et parfois de ce qui pouvait être des cris de douleur ou de détresse. Le vieux Henrik Johansson, dont la ferme bordait la propriété Harden au nord,
rapporta des découvertes encore plus inquiétantes. Cet immigrant suédois, dont les talents de pisteur et de chasseur étaient légendaires dans tout le comté, avait trouvé des ossements d'animaux dispersés le long de la clôture commune. Il ne s'agissait pas de restes normaux de bétail abattu, mais d'os fracturés, rongés et traités d'une manière suggérant quelque chose de bien plus sinistre que de simples activités agricoles. Les os comprenaient des crânes et des os longs de chevaux, de bovins et de porcs, mais aussi de plus petits fragments que Johansson ne parvenait pas à identifier, malgré sa connaissance approfondie de la faune locale. Plus troublante encore, certains os portaient des traces de fractures délibérées à l'aide d'outils, tandis que d'autres présentaient des marques de scie suggérant un démembrement systématique plutôt qu'une décomposition naturelle ou l'action de prédateurs. Lorsque Johansson avait interrogé Ézéchiel au sujet de ces dépôts osseux mystérieux, le patriarche avait proposé une explication plausible mais étrangement insatisfaisante. Des animaux sauvages avaient été particulièrement problématiques cet hiver-là, affirmait-il, obligeant la famille à se débarrasser de plusieurs carcasses de bétail malade en dispersant les restes dans les bois. Les fragments d'os n'étaient que le résultat de charognards et des intempéries décomposant ces carcasses au fil du temps. Mais l'œil exercé de Johansson avait relevé des détails contredisant cette version innocente. Les os étaient trop propres, trop systématiquement traités et trop largement dispersés pour résulter d'une décomposition naturelle. De plus, nombre de fragments montraient des signes d'ébullition ou d'exposition à une forte chaleur, suggérant un traitement délibéré plutôt qu'un simple abandon de carcasses malades. Plus révélateur encore, plusieurs voisins signalèrent des changements spectaculaires dans le comportement et l'attitude de la famille Harden au cours de l'année écoulée. Les enfants, autrefois amicaux et sociables, étaient devenus renfermés et secrets, évitant les rassemblements et ne parlant que lorsqu'on s'adressait directement à eux. Caleb et Josiah, auparavant populaires parmi les jeunes de leur âge, semblaient désormais nerveux et distraits en public, comme constamment préoccupés par des soucis privés. La transformation de Mercy Harden était particulièrement frappante. La jeune femme, autrefois considérée comme l'une des plus belles et des plus pleines de vie du comté, apparaissait désormais hagarde et prématurément vieillie, son visage portant une expression hantée qui mettait les gens mal à l'aise. Elle avait cessé de participer aux événements sociaux et lorsqu'elle apparaissait en public, semblait fuir tout contact humain, comme si elle craignait de révéler un terrible secret. Même les sermons d'Ézéchiel avaient pris une tonalité plus sombre au cours des derniers mois, s'attardant de manière obsessionnelle sur le jugement divin, la punition des pécheurs et la nécessité d'éliminer le mal du monde. Là où sa prédication mettait autrefois l'accent sur l'amour et la miséricorde de Dieu, elle se concentrait désormais presque exclusivement sur la colère et la rétribution. Plusieurs membres de l'Église avaient exprimé en privé leur inquiétude face à l'imagerie de plus en plus violente de ces interprétations bibliques. Le constable Winters découvrit également des lacunes troublantes dans l'histoire familiale des Harden, soulevant de sérieuses questions quant à leur véritable identité et leurs origines. Bien qu'ils prétendissent être des réfugiés fuyant des raids indiens en Virginie orientale, personne n'avait pu vérifier leur résidence antérieure ni confirmer les attaques spécifiques censées les avoir poussés vers l'ouest. Les enquêtes de Winters auprès des autorités de Virginie n'avaient produit aucun registre attestant qu'une famille Harden ait été touchée par des violences indiennes durant la période évoquée. De plus, l'arrivée de la famille au Kentucky semblait marquer le début même de leur existence documentée, comme s'ils étaient apparus de nulle part, au printemps 1791. Ils ne possédaient aucune lettre de parents, aucun registre commercial de leur vie antérieure, aucun effet personnel datant d'avant leur apparition à Millfield. Pour une famille, affirmant avoir tout perdu lors de raids indiens, ils étaient arrivés au Kentucky avec des ressources financières substantielles et une impressionnante collection de biens domestiques. L'enquête du constable connut une accélération inattendue et alarmante en avril 1799, lorsqu'un colporteur itinérant nommé Isaac Brewster arriva à Millfield avec des informations transformant les soupçons en quasi-certitude. Brewster était une figure bien connue sur la frontière, un homme dont le métier exigeait de voyager constamment entre les colonies et qui possédait une connaissance encyclopédique des événements et des personnalités de la région. Brewster avait passé l'hiver précédent dans l'est du Tennessee, où il avait entendu des récits inquiétants concernant une série de disparitions ayant frappé la vallée de la rivière Holston entre 1789 et 1791. Selon les témoignages locaux,
Au moins 15 voyageurs avaient disparu le long d'un tronçon isolé de route près d'une ferme prospère, exploitée par une famille nommée Harper. Zachariah Harper, son épouse Prudence et leurs 3 enfants adultes. Les similitudes entre les disparitions du Tennessee et les affaires en cours au Kentucky étaient si frappantes qu'elles ne pouvaient être fortuites. Le schéma était identique. Les voyageurs étaient vus se dirigeant vers la propriété Harper avant de disparaître purement et simplement, ne laissant derrière eux que des effets épars et des chevaux abandonnés. Les autorités locales avaient soupçonné la famille, sans jamais pouvoir prouver son implication, freinée par la même absence de preuves matérielles qui entravait désormais l'enquête de Winters. Plus glaçantes encore étaient les descriptions de la famille Harper elle-même. Zachariah Harper était un homme grand et imposant, aux cheveux prématurément gris et au regard perçant. Prudence était petite et délicate, dotée de mains habiles et d'une vaste connaissance des herbes médicinales. Leurs enfants correspondaient si étroitement, en âge et en description, à Caleb, Josiah et Mercy Harden qu'ils auraient pu être les mêmes personnes. Plus accablante encore, la famille Harper avait disparu du jour au lendemain au printemps 1791, abandonnant sa ferme et s'évanouissant sans explication, précisément au moment où les soupçons commençaient à se concentrer sur leur propriété. Les voisins avaient découvert le domaine déserté, portant les signes d'un départ précipité et d'une destruction délibérée. Des bâtiments avaient été partiellement incendiés, des puits comblés de pierres et de débris, et l'ensemble de la ferme montrait des preuves d'une élimination systématique de tout élément susceptible de révéler la véritable identité ou les activités de la famille. Lorsque les autorités du Tennessee avaient finalement obtenu des mandats pour fouiller la propriété Harper abandonnée, elles avaient fait des découvertes qui hantent encore les enquêteurs ayant participé à l'opération. Dissimulés dans les bois entourant la ferme, se trouvaient des dizaines de tombes peu profondes, contenant des restes d'animaux et d'êtres humains. Les restes humains comprenaient des effets personnels appartenant à plusieurs voyageurs disparus, constituant une preuve irréfutable que la famille Harper était responsable de multiples meurtres. Mais à ce moment-là, les tueurs avaient totalement disparu, ne laissant derrière eux que leurs crimes et le mystère de leur véritable identité. Une chasse à l'homme de 6 mois n'avait permis de retrouver aucune trace de la famille Harper, et l'affaire avait finalement été classée, les autorités supposant qu'ils étaient morts dans la nature sauvage ou qu'ils avaient fui vers des territoires hors de portée de la loi américaine. Les implications des révélations de Brewster étaient terrifiantes. Si son récit était exact, la famille Harden n'était pas simplement composée de criminels locaux ayant commis quelques meurtres opportunistes. Il s'agissait de tueurs en série expérimentés, ayant perfectionné leurs méthodes au fil des années, se déplaçant de région en région lorsque les soupçons devenaient trop pressants, et laissant derrière eux une traînée de corps s'étendant sur plusieurs États. Plus inquiétante encore, leur opération actuelle au Kentucky semblait bien plus sophistiquée et efficace que leurs activités précédentes dans le Tennessee. Ils avaient appris de leurs erreurs, développé de meilleures méthodes pour faire disparaître les preuves et créer une identité de couverture bien plus convaincante, ce qui leur avait permis d'opérer sans être détectés pendant 8 ans. Le nombre de victimes au Kentucky dépassait probablement largement celui du Tennessee, représentant l'une des plus vastes séries de meurtres de l'histoire criminelle américaine. Le poids du témoignage d'Isaac Brewster pesait sur le constable Winters comme un fardeau physique. Mais il savait que, aussi convaincantes que soient ces informations, elles ne suffiraient pas à obtenir des condamnations contre la famille Harden devant un tribunal. La justice de la frontière avançait lentement, et les juges exigeaient des preuves matérielles irréfutables, avant d'autoriser des arrestations susceptibles de détruire des vies innocentes et de déchirer des communautés établies. Le constable avait besoin de preuves capables de résister à l'examen d'avocats sceptiques et de jurys méfiants, des preuves impossibles à expliquer ou à balayer comme de simples coïncidences. La percée décisive vint de la dernière personne à laquelle il se serait attendu, Mercy Harden elle-même. Dans la nuit du 22 mai 1799, la jeune femme de 22 ans apparut devant la cabane de Winters comme un fantôme surgissant de l'obscurité, le visage strié de larmes et les mains tremblantes d'une terreur à peine contenue. Ce qu'elle lui révéla durant les 3 heures suivantes exposa enfin toute l'horreur de ce qui se déroulait à la ferme Harden et fournit les preuves nécessaires pour traduire en justice la famille de tueurs la plus tristement célèbre du Kentucky.
Selon l'aveu dévastateur de Mercy, sa famille assassinait systématiquement des voyageurs depuis plus de 8 ans, ayant commencé quelques mois seulement après leur arrivée au Kentucky. Mais ce qui rendait son témoignage véritablement terrifiant n'était pas seulement l'ampleur des crimes, mais la manière méthodique, presque rituelle, avec laquelle les meurtres étaient planifiés et exécutés. L'opération meurtrière, telle que Mercy la décrivait, était bien plus sophistiquée que tout ce que Winters avait imaginé possible. Son père, Ézéchiel, avait convaincu la famille qu'ils accomplissaient l'œuvre de Dieu en éliminant ce qu'il appelait des âmes indignes, empruntant les routes de la frontière. Les meurtres n'étaient pas des actes de violence aléatoires, motivés par la cupidité ou l'opportunité, mais des exécutions soigneusement préparées, censées servir à la fois une justice divine autoproclamée et les besoins matériels croissants de la famille. Le processus commençait par ce que la famille appelait l'évaluation. Lorsque des cibles prometteuses approchèrent de la ferme, des voyageurs transportant des biens de valeur, d'importantes sommes d'argent ou des compétences convoitées, Ézéchiel engageait une conversation apparemment anodine, destinée à évaluer leur caractère moral. Il s'enquérait de leurs raisons de voyager, de leur famille, de leurs affaires et de leurs croyances religieuses, tout en se présentant comme un voisin chrétien soucieux de leur sécurité. Sur la base de ces échanges, Ézéchiel décidait si chaque voyageur méritait ce qu'il appelait le jugement. Les riches étaient automatiquement coupables de cupidité et de matérialisme. Les personnes instruites étaient condamnées pour orgueil et arrogance intellectuelle. Les familles voyageant avec de jeunes enfants étaient accusées de mettre imprudemment des vies innocentes en danger. Même les ministres et missionnaires pouvaient être jugés coupables de fausse piété ou d'erreurs doctrinales, les désignant comme hérétiques méritant la mort. Une fois le verdict secret prononcé, la famille passait à l'action avec la précision d'une opération militaire. Les voyageurs condamnés étaient invités à passer la nuit, sous prétexte de routes dangereuses ou d'une aide nécessaire pour réparer un chariot ou du matériel. La réputation d'hospitalité des Hardin rendait ces invitations presque impossibles à refuser, surtout par mauvais temps, ou lorsque les voyageurs étaient réellement dans le besoin. Les visiteurs voués à mourir étaient accueillis dans la maison principale et traités avec ce qui semblait être une hospitalité sincère. Temperance préparait des repas élaborés, mettant en valeur ses talents culinaires, tandis que les enfants divertissaient les invités par la musique, la conversation et des démonstrations de leur éducation et de leur raffinement. La soirée s'achevait par des prières familiales dirigées par Ézéchiel, dont la voix puissante et la maîtrise des Écritures impressionnaient même les visiteurs sceptiques. Mais le dernier plat de chaque repas contenait un mélange soigneusement préparé d'herbes que Temperance avait perfectionné au fil des années. Ce cocktail de drogue était pratiquement indétectable lorsqu'il était mélangé à du café fort ou du whisky, produisant des effets imitant l'épuisement naturel après une longue journée de voyage. Les victimes devenaient progressivement somnolentes et désorientées, acceptant la suggestion de la famille d'aller se coucher tôt pour reprendre des forces en vue du départ du lendemain. Les voyageurs drogués se réveillaient alors ligotés et impuissants dans les chambres souterraines de la ferme, un réseau complexe de salles et de tunnels creusés bien au-delà de ce qu'exigerait une simple cave à racines. Selon la description terrifiée de Mercy, le complexe souterrain s'étendait sur près de 180 mètres à partir de la maison principale, avec plusieurs niveaux reliés par des escaliers de pierre et des échelles en bois. La plus grande salle servait de ce qu'Ézéchiel appelait son tribunal, une parodie grotesque de procédure judiciaire, dotée d'un banc de juges taillé dans le calcaire, de chaînes de fer scellées dans les murs de pierre et de symboles religieux pervertis en instruments de terreur. C'est là qu'Ézéchiel présidait des procès formels déterminant le sort final de chaque captif, présentant des preuves de leurs prétendus péchés et rendant des verdicts décidés bien avant le début des audiences. Ces procès n'étaient pas seulement un théâtre sadique. Ils remplissaient une fonction psychologique essentielle dans l'esprit tordu de la famille. En présentant les meurtres comme des actes de justice divine plutôt que comme de simples crimes, Ézéchiel avait construit un système de croyance permettant à sa famille de commettre des atrocités tout en se percevant comme des chrétiens vertueux. Chaque meurtre devenait un devoir religieux. Chaque victime, un sacrifice destiné à purifier la frontière d'âmes jugées indignes. Les sentences prononcées variaient selon l'évaluation qu'Ézéchiel faisait des péchés de chaque prisonnier et des besoins du moment de la famille. Certains captifs étaient maintenus en vie pendant des semaines, voire des mois, contraints d'utiliser leurs compétences au profit des Hardin avant d'être exécutés. Le docteur Cromwell, disparu en novembre,
avait été forcé d'enseigner à Temperance des techniques chirurgicales avancées avant sa mort. Le révérend Cross avait été contraint d'écrire des sermons qu'Ézéchiel prononçait ensuite comme s'ils étaient les siens, renforçant sa réputation d'érudit biblique. D'autres prisonniers étaient exécutés immédiatement, généralement par des méthodes qu'Ézéchiel prétendait approuver par la Bible. La pendaison était réservée aux voleurs et aux bandits, tandis que la noyade dans les installations souterraines était le sort de ceux jugés coupables d'orgueil ou de blasphème. Les exécutions les plus élaborées étaient réservées à ceux qu'Ézéchiel considérait comme les plus corrompus, riches marchands, fonctionnaires, ou toute personne ayant manifesté du scepticisme envers la religion de la frontière. Le témoignage de Mercy révéla également la nature systématique de l'entreprise criminelle dans des détails terrifiants. Chaque membre de la famille avait un rôle précis, tant dans les meurtres que dans la dissimulation méticuleuse qui suivait. Caleb et Josiah constituaient la force brute de l'opération, responsable de la capture des victimes, de l'entretien du complexe souterrain et de l'élimination des corps via un réseau de grottes calcaires reliées aux niveaux les plus profonds des chambres creusées. Mercy, quant à elle, avait été forcée d'agir comme archiviste de la famille, tenant des registres détaillés consignant l'identité de chaque victime, ses biens et la méthode de disparition. Des dizaines de cahiers remplis de son écriture soignée ressemblaient à des inventaires commerciaux, à ceci près que les marchandises cataloguées étaient des vies humaines et que les transactions étaient des meurtres. Temperance jouait peut-être le rôle le plus crucial. En plus de préparer les drogues destinées à neutraliser les victimes, elle agissait comme experte médicale, maintenant en vie les prisonniers lorsque leurs compétences étaient nécessaires, et veillant à ce que les exécutions se déroulent sans complications, susceptibles de laisser des preuves. Sa connaissance de l'anatomie, acquise au fil des années de pratique médicale sur la frontière, avait été pervertie en une expertise de la torture et du meurtre. Plus glaçante encore, Temperance avait développé ce qu'elle appelait des traitements pour les prisonniers récalcitrants ou tentant de s'évader. Ces punitions visaient à briser la volonté sans provoquer la mort, combinant savoir médical et torture psychologique. Les prisonniers refusant d'obéir étaient soumis à des doses calculées de douleur et de terreur, jusqu'à devenir totalement soumis. Le succès de la famille à échapper à la détection ne reposait pas seulement sur une planification minutieuse, mais sur un système élaboré de disparition et de tromperie, éliminant toute preuve de leur crime. Les corps n'étaient jamais enterrés sur la propriété, mais transportés à travers le réseau de grottes vers des cavernes calcaires, éloignées de plusieurs kilomètres. Ces chambres naturelles offrèrent des conditions idéales pour la décomposition, tandis que leur éloignement rendait toute découverte pratiquement impossible. Les effets personnels étaient triés avec l'efficacité de marchands aguerris. Les objets de valeur, argent, bijoux, armes fines, outils, étaient conservés par la famille, ou vendus sur des marchés lointains où ils ne pouvaient être reliés aux disparitions. Les objets moins précieux étaient disséminés le long des routes, créant de fausses pistes évoquant des vols ou des attaques indiennes. Même les vêtements étaient traités systématiquement, les pièces utiles conservées, les éléments distinctifs détruits pour empêcher toute identification. Les chevaux représentaient un défi particulier, à la fois précieux et facilement reconnaissable. La famille avait noué des relations avec des marchands de chevaux sans scrupules, dans des comtés éloignés, qui ne posaient aucune question sur l'origine des animaux. En vendant les chevaux loin des lieux de disparition, les Harden multipliaient les fausses pistes et brouillaient davantage les enquêtes. L'aspect peut-être le plus ingénieux de leur dissimulation résidait dans l'utilisation de leurs activités caritatives pour détourner les soupçons. Chaque acte de bonté, chaque soin prodigué par Temperance, chaque sermon d'Ézéchiel remplissait un double objectif: aider réellement la communauté tout en forgeant une réputation, rendant la famille presque intouchable. Qui aurait pu croire que des personnes sauvant des vies lors d'épidémies pouvaient être responsables de meurtres systématiques? La famille avait même élaboré des plans de secours pour différents types d'enquêtes. Si les autorités devenaient trop soupçonneuses, ils interrompaient temporairement leurs activités meurtrières tout en intensifiant leurs œuvres caritatives afin de renforcer leur image. Ils avaient identifié plusieurs routes de fuite leur permettant d'abandonner rapidement la ferme si la découverte semblait imminente, comme ils l'avaient fait en quittant le Tennessee des années auparavant. Selon Mercy, la famille projetait d'étendre considérablement ses activités. Ils avaient repéré plusieurs autres fermes isolées le long de la Wilderness Road où des procès similaires pourraient être menés,
créant un réseau de sites d'exécution leur permettant d'opérer avec une impunité accrue. L'objectif ultime était d'établir ce qu'Ézéchiel appelait des cours de justice divine sur toute la frontière, éliminant les voyageurs jugés indignes à une échelle destinée à remodeler le caractère moral de la région entière. Ce qui poussa finalement Mercy à avouer ne fut ni un réveil moral, ni un sursaut de conscience, mais la peur pour sa propre vie. Ézéchiel était devenu de plus en plus paranoïaque face à une éventuelle découverte et avait commencé à considérer toute personne pouvant représenter une menace comme méritant le jugement. Cette liste incluait désormais plusieurs voisins trop curieux, Isaac Brewster lui-même, et même le constable Winters. Plus terrifiante encore, Mercy révéla qu'une autre victime était actuellement détenue dans les chambres souterraines. Un arpenteur itinérant nommé William Patterson, capturé 3 jours plus tôt et dont le procès était prévu pour la nuit suivante. Mais Patterson n'était pas le seul prisonnier. À l'insu du monde extérieur, la famille retenait également 2 autres captifs. Une jeune femme nommée Rebecca Foster, disparue depuis plus d'1 semaine, et un homme âgé identifié comme Luther Grimby, un prédicateur itinérant disparu le mois précédent. La révélation que plusieurs victimes étaient détenues simultanément montrait à quel point la famille avait gagné en assurance et à quel point elle avait intensifié ses activités. Ce qui avait commencé comme des meurtres opportunistes de voyageurs isolés s'était transformé en une véritable entreprise industrielle de mise à mort, où des prisonniers étaient détenus, classés et exécutés selon un calendrier élaboré, traitant la vie humaine comme une matière première au service des objectifs tordus de la famille. Winters comprit que le temps des enquêtes prudentes et des procédures légales était révolu. Si les informations de Mercy étaient exactes, des innocents mourraient dans les heures à venir, sans une action immédiate. Mais il savait aussi qu'une confrontation directe avec la famille Harden serait extrêmement dangereuse. Ils étaient armés, préparés à résister et retranchés dans une position fortifiée perfectionnée pendant des années précisément pour faire face à ce type de situation. Le constable fut confronté à la décision la plus difficile de sa carrière. Il pouvait tenter d'arrêter la famille seul, risquant sa vie et alertant potentiellement les tueurs, leur donnant l'occasion de s'enfuir avant que les prisonniers ne soient sauvés. Ou bien il pouvait partir à Lexington chercher des renforts, condamnant presque certainement Patterson, Foster et Grimby à la mort, tout en laissant aux Harden le temps de détruire les preuves et de fuir vers un autre territoire où ils pourraient reprendre leur série de meurtres. Le choix devint plus clair lorsqu'il comprit qu'il n'aurait pas à agir seul. Henrik Johansson, le fermier suédois dont les soupçons grandissaient depuis des mois, se porta immédiatement volontaire. Son expérience militaire et sa connaissance intime du terrain faisaient de lui un allié précieux pour ce qui s'annonçait comme une véritable opération de combat. Isaac Brewster se joignit également au groupe, animé par la culpabilité de ne pas avoir dénoncé les crimes de la famille Harper des années plus tôt. 2 autres hommes complétèrent l'équipe improvisée. Benjamin Stokes, l'ancien chasseur de primes, et Daniel Crawford, vétéran des combats contre les Indiens. Le plan élaboré était simple, mais extrêmement dangereux. Le groupe approcherait la ferme Harden après minuit, le 23 mai, utilisant l'obscurité et la surprise pour neutraliser les défenses de la famille. Leur objectif principal était le sauvetage des prisonniers. La capture des tueurs était secondaire. Mercy fournit des renseignements cruciaux sur la configuration de la ferme et les positions défensives probables. Le complexe souterrain ne possédait que 2 entrées, l'accès principal par la cave à racines agrandies et une sortie de secours dissimulée débouchant dans les bois à près de 400 mètres de la maison. La famille avait dissimulé des armes aux 2 emplacements, et Ézéchiel avait entraîné ses fils à des tactiques défensives destinées à retarder les assaillants suffisamment longtemps pour permettre la fuite par le réseau de grottes. L'approche de la ferme nécessitait de traverser près d'1 kilomètre de terrain découvert, exposant totalement les sauveteurs en cas de détection. Les talents de pisteur de Johansson furent déterminants pour identifier un itinéraire utilisant les lits de ruisseaux et les lisières boisées afin d'assurer un maximum de dissimulation. Le groupe avançait avec le silence de chasseurs expérimentés, chacun conscient que la découverte signifierait probablement la mort, tant pour eux que pour les prisonniers qu'ils tentèrent de sauver. Ce qu'ils découvrirent en atteignant la propriété Harden dépassa leurs pires craintes et confirma que le témoignage de Mercy avait en réalité minimisé l'ampleur des crimes. La ferme présentait des signes évidents de travaux d'excavation récents, bien au-delà de ce qu'exigerait une exploitation agricole normale. Des tas de terre et de pierres
jonchait la propriété, et l'odeur de la chaux et de la décomposition flottait dans l'air, comme une présence tangible. La maison principale semblait normale de l'extérieur, avec une lumière chaleureuse aux fenêtres et de la fumée s'élevant des cheminées. Mais en s'approchant, les sauveteurs entendirent des sons glaçants, des voix étouffées provenant du sous-sol, des cris occasionnels rapidement étouffés, et le bruit rythmique du métal frappant la pierre, suggérant des travaux en cours dans les chambres souterraines. L'opération de sauvetage débuta précisément à 2 heures du matin, moment où les assaillants estimaient la famille la moins vigilante et la plus vulnérable à une attaque surprise. Winters et Johansson se dirigèrent vers l'entrée principale du complexe souterrain, tandis que Stokes et Crawford se positionnaient pour bloquer la sortie de secours. Brewster resta avec les chevaux, prêt à fournir un tir de couverture si l'opération tournait mal. L'entrée par la cave à racines se révéla bien plus élaborée que Mercy ne l'avait décrit. Ce qui semblait être un simple espace de stockage était en réalité une fortification sophistiquée, dotée de multiples positions défensives et de champs de tir dégagés. Les Harden avaient passé des années à se préparer à ce type d'assaut, créant des zones mortelles permettant à un petit nombre de défenseurs de contenir une force bien supérieure. Mais l'atout majeur des assaillants était la surprise totale. Après des années de succès, la famille s'était montrée complaisante, n'imaginant jamais que sa couverture soigneusement entretenue puisse être percée par les autorités locales. Lorsque Winters et Johansson descendirent dans le complexe souterrain, ils trouvèrent Ézéchiel et ses fils totalement pris au dépourvu, concentrés sur la préparation macabre de leurs victimes pour l'exécution. Le sauvetage des prisonniers fut à la fois plus facile et plus horrible que prévu. William Patterson fut retrouvé enchaîné dans une cellule de pierre à peine assez grande pour qu'un homme puisse s'y tenir debout, affaibli par des jours sans nourriture suffisante, mais vivant et conscient. Rebecca Foster était dans un état bien plus grave, montrant les effets des « traitements » utilisés par Temperance pour briser sa résistance. Luther Grimby était à peine conscient, sa santé brisée par des semaines de captivité et de torture psychologique. Mais les prisonniers n'étaient pas les seuls occupants du complexe souterrain. En s'enfonçant plus profondément dans le réseau de grottes, les assaillants découvrirent des preuves des crimes de la famille qui défiaient toute compréhension humaine. Les chambres calcaires contenaient un véritable charnier de restes humains couvrant près d'une décennie de meurtres systématiques. Des ossements, des fragments de vêtements et des effets personnels étaient dispersés dans de nombreuses salles, créant un registre archéologique d'atrocités dont le catalogage complet prendrait des semaines. Les preuves matérielles étaient accablantes, tant par leur ampleur que par leur précision. Outre les restes humains, les assaillants trouvèrent les registres détaillés décrits par Mercy, rédigés de son écriture soignée et organisés avec la rigueur d'un grand livre de marchand. Ces carnets contenaient les noms, descriptions et biens finaux de 67 victimes sur une période de 8 ans, bien plus que ce que l'enquête avait jusqu'alors révélé, représentant l'une des plus vastes séries de meurtres de l'histoire criminelle américaine. Mais la preuve la plus accablante se trouvait peut-être dans ce qu'Ézéchiel appelait son tribunal. La chambre souterraine ne contenait pas seulement le banc de juge improvisé et les symboles religieux décrits par Mercy, mais aussi une collection de trophées personnels prélevés sur les victimes. Scalps, bijoux, armes et autres souvenirs étaient exposés comme des trophées de bataille, constituant un véritable musée du meurtre révélant l'orgueil sadique de la famille. La capture de la famille Harden fut rapide, mais violente. Ézéchiel et ses fils tentèrent de se frayer un chemin hors du complexe souterrain plutôt que d'affronter la justice qu'ils avaient refusée à leurs victimes. Le patriarche ne manifesta aucune surprise face à sa découverte, se lançant au contraire dans un sermon incohérent sur le jugement divin et la justesse de sa mission. Tandis que les coups de feu résonnaient dans les chambres de pierre, Caleb et Josiah se battirent avec la fureur désespérée d'hommes conscients que la capture signifiait une mort certaine. Grâce à leur connaissance intime du réseau de grottes, ils lancèrent des attaques depuis des positions dissimulées, et le combat fit rage dans de multiples chambres pendant près d'1 heure, les assaillants devant progresser avec prudence à travers des passages préparés comme des zones mortelles. La fin survint lorsque Temperance, coincée dans la maison principale au-dessus, tenta de détruire les preuves, en mettant le feu au bâtiment et à son contenu. Les flammes se propagèrent rapidement dans la structure de bois sec, menaçant d'effondrer l'entrée principale du complexe souterrain et d'ensevelir tous ceux qui se trouvaient en dessous. Confrontés au choix entre mourir brûlés vifs ou se rendre, les membres survivants de la famille Harden déposèrent finalement les armes.
Seule Mercy se rendit volontairement, son aveu ayant déjà condamné sa famille et scellé leur destin. Elle fut retrouvée dans sa chambre, agenouillée en prière, apparemment résignée au jugement qui l'attendait. Sa coopération avec les autorités n'était pas motivée par un réveil moral, mais par la terreur que la paranoïa croissante de son père ne la désigne un jour comme une ennemie à éliminer. Les suites de l'arrestation de la famille Arden provoquèrent une onde de choc à travers tout le Kentucky et la région frontalière au sens large, forçant les communautés à affronter une réalité terrifiante. L'une de leurs familles les plus respectées avait assassiné systématiquement des voyageurs pendant près d'une décennie. Les preuves récupérées dans le complexe souterrain étaient si vastes et si perturbantes que les autorités locales peinèrent à en mesurer pleinement l'ampleur. L'enquête menée après le raid révéla des détails dépassant même les pires craintes des assaillants. Le réseau de grottes sous la ferme Arden était bien plus étendu que quiconque ne l'avait imaginé, s'étendant sur près de 3 kilomètres à travers des cavernes naturelles que la famille avait modifiées à des fins meurtrières. De nombreuses chambres avaient été creusées et renforcées, créant un complexe capable d'abriter simultanément des dizaines de prisonniers. Les preuves matérielles retrouvées peignaient le tableau d'un système de meurtre couvrant non seulement les 8 années passées au Kentucky, mais potentiellement des décennies de crimes similaires dans d'autres territoires. En plus des 67 victimes documentées dans les registres de Mercy, les chercheurs trouvèrent des effets personnels et des restes humains suggérant que le nombre réel de meurtres était bien plus élevé. Particulièrement troublante fut la découverte de vêtements et de jouets d'enfants parmi les preuves récupérées, indiquant que des familles entières avaient été assassinées, et non de simples voyageurs isolés. La famille Henley, disparue lors de la tempête de décembre, avait été détenue dans le complexe souterrain pendant plus d'une semaine avant d'être exécutée. Leurs enfants, âgés de 6 et 8 ans, avaient été maintenus en vie plusieurs jours après la mort de leurs parents, avant d'être tués, et leurs corps jetés dans les parties les plus profondes du réseau de grottes. Le procès de la famille Arden s'ouvrit à la fin du mois de juin 1799 et dura près d'un mois, attirant des spectateurs de tout le Kentucky et des territoires voisins. Le palais de justice de Lexington était bondé chaque jour, rassemblant des proches de victimes, des curieux et des experts juridiques conscients d'assister à une affaire sans précédent dans l'histoire criminelle américaine. Les preuves présentées étaient si accablantes que le juge-président, l'honorable Samuel Whitmore, ordonna que certaines parties des témoignages soient scellées et tenues hors de la vue du public. Le comportement d'Ezekiel Arden durant le procès choqua même les observateurs judiciaires les plus aguerris. Loin d'exprimer le moindre remords ou de minimiser la responsabilité de sa famille, il utilisa sa déposition comme tribune pour prononcer de longs sermons sur la justice divine et la légitimité de sa mission. Il affirma que chaque meurtre avait été sanctionné par Dieu dans le cadre d'une guerre sainte contre le péché et la corruption sur la frontière. Selon sa théologie pervertie, lui et sa famille avaient été choisis comme instruments du jugement divin, chargés d'éliminer les âmes indignes menaçant l'ordre moral de la civilisation chrétienne. L'argent et les biens pris aux victimes n'étaient pas des vols, mais une juste compensation pour leur œuvre sacrée. Le complexe souterrain n'était pas une prison, mais un tribunal, où la justice de Dieu était appliquée selon les principes bibliques. Son épouse et ses fils proclamèrent leur innocence malgré l'écrasante quantité de preuves, affirmant avoir été contraints de participer par le fanatisme religieux d'Ézéchiel et ses menaces de violence. Temperance déclara que ses connaissances médicales avaient été utilisées contre sa volonté pour maintenir les prisonniers en vie, tandis que Caleb et Josiah affirmèrent que leur père leur avait fait croire qu'ils menaient une guerre sainte contre des agents de Satan menaçant leur communauté. Ces affirmations furent contredites par des preuves abondantes montrant que tous les membres de la famille avaient participé volontairement et avec zèle au meurtre. Les registres de Mercy contenaient des annotations de différentes écritures, indiquant que chaque membre avait contribué à la documentation des crimes. Des objets personnels retrouvés dans leur chambre, des trophées pris sur les victimes, suggéraient que les meurtres procuraient une satisfaction psychologique bien au-delà du simple gain matériel. Seule Mercy Arden exprima un véritable remords pour son rôle, bien que son témoignage révélât que sa coopération avait été motivée principalement par la peur, plutôt que par une prise de conscience morale. Elle fournit des informations cruciales sur les méthodes de la famille,
et aida à identifier de nombreuses victimes dont les restes avaient été retrouvés dans les grottes. Sa volonté de témoigner contre sa famille lui valut une certaine clémence de la part des procureurs, bien qu'elle dût néanmoins affronter une lourde peine pour sa participation au crime. Les sentences prononcées par le juge Whitmore furent rapides et sans équivoque, reflétant à la fois la gravité des crimes et l'exigence de justice de la communauté. Ézéchiel, Temperance, Caleb et Josiah Harden furent tous condamnés à mort par pendaison, l'exécution étant fixée au 15 août 1799. La date avait été choisie délibérément. Elle marquait exactement 1 an depuis la disparition de Samuel Fletcher, événement ayant révélé les crimes de la famille et déclenché l'enquête menant à leur arrestation. Mercy Harden fut condamnée à la réclusion à perpétuité, échappant à l'exécution en échange de sa coopération et en raison de son jeune âge, au moment de nombreux crimes. Elle passerait les 43 années restantes de sa vie au pénitencier d'État du Kentucky, devenant l'une des détenues ayant purgé la peine la plus longue de l'histoire de l'établissement. Les exécutions attirèrent la plus grande foule jamais rassemblée au Kentucky à cette époque. Plus de 4000 personnes vinrent de toute la région pour assister à la fin de la famille de tueurs, la plus tristement célèbre de la frontière. L'événement prit une atmosphère quasi carnavalesque, avec des vendeurs de nourriture et de boissons servant des spectateurs ayant parcouru de longues distances pour voir la justice rendue. Ézéchiel conserva son fanatisme religieux jusqu'au bout, utilisant ses dernières paroles pour prononcer un sermon confus dans lequel il maudit la communauté ayant rejeté sa vision de la justice divine. Il prédit que Dieu punirait le Kentucky pour l'exécution de ses serviteurs choisis et que la frontière serait envahie par les mêmes pécheurs que sa famille avait cherché à éliminer. Son épouse et ses fils moururent en silence, leur mort mettant un terme à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire criminelle américaine. La ferme Harden fut incendiée immédiatement après les exécutions, chaque bâtiment réduit en cendres et en gravats, lors d'une cérémonie prenant une dimension presque rituelle pour une communauté traumatisée. Les chambres souterraines furent scellées à l'explosif et recouvertes de tonnes de roches, créant une tombe destinée à permettre aux victimes de reposer enfin en paix. Les autorités locales déclarèrent le terrain maudit et interdirent toute construction future sur le site. Mais l'héritage des crimes de la famille Harden dépassa largement leur propre mort. L'affaire établit des précédents majeurs en matière de justice sur la frontière et transforma durablement la manière dont les communautés percevaient l'équilibre entre hospitalité et sécurité. Elle conduisit à l'adoption de nouvelles lois exigeant la vérification des antécédents lors de l'achat de terres et à la mise en place de protocoles d'enquête sur les disparitions, influençant les pratiques policières pendant des décennies. Plus encore, l'affaire Harden servit d'avertissement glaçant sur les dangers de la confiance aveugle envers l'autorité religieuse et sur la facilité avec laquelle le mal peut se dissimuler derrière une façade de respectabilité. Les communautés de la frontière commencèrent à remettre en question leurs certitudes concernant voisins et étrangers, reconnaissant que les apparences pouvaient masquer les intentions les plus sombres. Les procédures judiciaires établirent également d'importants précédents concernant l'utilisation de preuves circonstancielles dans les affaires capitales et la protection des témoins coopérant avec les autorités. Le témoignage de Mercy Harden démontra que la loyauté familiale pouvait être brisée par des incitations appropriées et des garanties légales, ouvrant la voie à des poursuites similaires dans d'autres affaires criminelles complexes. Les archives survivantes de l'affaire furent scellées par décision judiciaire en 1801, leur accès étant limité aux forces de l'ordre et aux chercheurs juridiques. Cette décision visait en partie à protéger la vie privée des familles de victimes, mais aussi à empêcher que l'affaire n'inspire des crimes imitateurs chez d'autres individus dérangés qui auraient pu voir dans les méthodes des Harden un modèle à suivre. Pendant près de 2 siècles, la vérité complète sur la famille Harden demeura enfouie dans ces documents scellés, seuls quelques fragments de l'histoire survivant dans le folklore local et les traditions familiales. Les rares historiens autorisés à consulter les dossiers durent signer des accords de confidentialité, les empêchant de publier leurs découvertes. Avec le temps, même la mémoire locale oublia les détails précis des meurtres, transformant l'histoire en vagues récits de mauvaises gens ayant autrefois vécu le long de Beaver Creek. L'emplacement exact de la ferme devint incertain à mesure que les limites de propriété changeaient et que de nouveaux colons s'installaient sans connaître l'histoire sombre du lieu. Au milieu du XIXe siècle,
Seuls quelques habitants âgés pouvaient encore indiquer avec précision l'emplacement de l'ancienne demeure des Harden. La redécouverte des archives en 1987 permit enfin aux historiens de reconstituer l'histoire complète de la première famille de tueurs en série du Kentucky. Mais même aujourd'hui, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Le réseau de grottes utilisé pour faire disparaître les victimes n'a jamais été entièrement exploré, et les autorités estiment que d'autres restes humains pourraient encore être dissimulés dans les passages les plus profonds, trop dangereux pour les enquêteurs du XVIIIe siècle. Les techniques médico-légales modernes pourraient révéler bien davantage sur les crimes de la famille, mais l'excavation des cavernes scellées serait extrêmement coûteuse et périlleuse. Les autorités locales ont montré peu d'intérêt à rouvrir ce qu'elles considèrent comme une affaire historique, préférant laisser les morts reposer en paix, plutôt que risquer de nouvelles révélations traumatisantes pour les descendants des victimes. Plus troublant encore, l'affaire Harden a forcé les historiens à reconsidérer d'autres disparitions inexpliquées le long des routes de la frontière au début de l'histoire américaine. Combien d'autres familles respectables ont pu dissimuler des secrets similaires? Combien de voyageurs disparus furent de victimes, non pas de la violence aléatoire, des dangers naturels ou des attaques indiennes, mais de meurtres soigneusement planifiés par des personnes en qui ils avaient confiance? L'analyse statistique des disparitions sur la frontière révèle des schémas inquiétants suggérant que la famille Harden n'était peut-être pas un cas isolé. Des regroupements de disparitions près d'autres familles prospères et charitables ont été identifiés au Tennessee, en Virginie, en Caroline du Nord et en Géorgie durant la même période. Bien qu'aucune de ces affaires n'ait été formellement liée à des meurtres systématiques, les similitudes sont suffisamment frappantes pour justifier de nouvelles investigations. Les réponses à ces questions sont mortes avec Ezekiel Harden ce matin d'août 1789. Mais ces interrogations demeurent comme un rappel glaçant que le mal porte souvent le visage le plus innocent. Les plus grandes horreurs de l'histoire humaine ont fréquemment été commises par ceux qui croyaient accomplir l'œuvre de Dieu. Et la période d'expansion de la frontière américaine offrait d'innombrables occasions à de tels individus d'agir en toute impunité. L'affaire Harden souligne également la vulnérabilité des communautés isolées qui privilégiaient la réputation à la preuve et la confiance à la vigilance. Le succès de la famille reposait non seulement sur ses propres compétences criminelles, mais aussi sur la volonté de ses voisins d'ignorer des indices dérangeants afin de préserver l'harmonie sociale. Le prix de cette complaisance se mesura en vies humaines. Ce mystère nous montre que la justice de la frontière américaine était souvent bien plus complexe et troublante que ne le laissent entendre les récits historiques traditionnels. L'expansion vers l'Ouest n'a pas seulement offert des opportunités à des colons honnêtes en quête d'une nouvelle vie, mais aussi créé des terrains de chasse idéaux pour des prédateurs capables d'exploiter la confiance et le désespoir des voyageurs vulnérables.